Voici deux comédiens qui partagent la scène dans une ambiance minimaliste où règne l'essentiel et où les couleurs vives se confrontent à la douceur d'une ambiance tamisée. C'est ici le contexte onirique que vous proposent Oscar Sisto et Guillaume Pereire à travers leur théâtre musical L'homme qui pédale, un spectacle baigné d'humanisme et de philosophie de vie. L'avant-première m'a ouvert les portes du rêve et de l'imaginaire. J'aimerais en savoir plus, allons ensemble les rencontrer. Je suis Eb et bienvenue dans IR, émotion, art, résilience. IR, émotion, art, résilience. IR by Eb Voice Design. Bonjour Oscar, bonjour Guillaume, un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je suis arrivée ici, je vous ai vu en pleine discussion, des feuilles à la main, vous étiez en pleine récitation, en pleine lecture. Vous travaillez sur votre spectacle, ce théâtre musical que j'ai vu en avant-première, L'homme qui pédale, c'est bien ça ? On était en train de relire, de passer en revue tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on prévoit de faire, tous les changements, tous les changements à les prévoir. améliorations. Les changements, les améliorations, à quel propos ? Eh ben parce que c'est du spectacle vivant, donc même si on prépare beaucoup de choses, il y a une part d'inconnu aussi. Donc tout l'idée de lire, relire, reprendre tout ça, c'est de comprendre encore mieux ce dont on parle, les circonstances, qui on est ce qu'on joue. Parce que l'homme qui pédale jusqu'à la fin du monde, en fait. Donc, cette pièce évolue tellement qu'on l'a assez peu jouée. Mm-hmm. Et donc, on sent qu'il y a quand même une perspective intéressante, qu'on peut encore apporter des choses. Les personnages sont encore plus riches. Il faut qu'on presse encore le citron. Comment est-ce que ce projet a débuté ? Comment cette idée de l'homme qui pédale a émergé ? Comment vous avez commencé à collaborer ensemble ? Alors, d'abord, je joue dans une pièce écrite par l'auteur, Éric Herbette, qui s'appelle Le Monde bleu de Patatrac. Et un jour, je lui ai posé la question, t'as pas, parce que c'est une pièce pour enfants, pour jeune public, et j'ai dit, t'as pas une pièce pour deux personnages, pour adultes. Il m'en a envoyé plusieurs, dont celle-là, qui venait d'être publiée. Et Guillaume venait d'arriver à notre école de théâtre. Et je lui dis, tiens, j'ai pensé à toi, est-ce que ça te plairait de jouer avec moi une pièce ? Il a lu la pièce et c'était le coup de foudre également, comme moi. Donc c'est parti comme ça, presque d'une blague, avec rien, on avait les mains dans la poche et on a tout fait comme de petites fourmis jusqu'au bout, par passion, par amour pour le théâtre, pour un théâtre qui est très accessible, mais qui n'est pas commercial dans un système assez étrange. Aujourd'hui, ils pensent que les gens vont voir du théâtre, et c'est pas vraiment du théâtre. Là, c'est une vraie pièce. On l'aime ou on l'aime pas. C'est une vraie pièce, avec une dramaturgie, avec une portée philosophique un peu à la Beckett. Et moi, je suis musicien et chanteur depuis l'âge de 6 ans. Hein, donc, pour moi, le théâtre musical, ça symbolise plein de choses. Je pense qu'une pièce sans musique ne peut pas exister. Déjà, pour les Grecs, c'était valable, pour du temps de Shakespeare aussi. Donc, j'ai dit à Guillaume, est-ce que tu chantes ? Il m'a dit, mal. Et il a énormément travaillé. D'ailleurs, moi qui suis plus chanteur que lui, les compliments, c'était que pour lui. Ah là là, qu'est-ce qu'il chante bien ! Voilà, bon. Donc, ça veut dire que cette gageure, c'était de faire de cette pièce profonde un amusement. Et en même temps, on se dit, tiens, ça fait quand même réfléchir sur les rapports humains. Justement, quel est le rapport entre ces deux personnages ? Le rapport, il est avant tout, on l'a dit, très humain, puisque dans la pièce, tu l'as vu en plus, on entrevoit toutes les qualités, toutes les merveilles et toute la fange humaine. Et c'est ça qui est top. Pendant 1h15, 1h20, on va explorer tout ça. Le rapport entre ces deux personnages, il est à la fois très sincère, il est à la fois très mensonger parfois, très violent et très tendre. Donc le terme humain, je pense, est très adapté. Il y a de la philosophie, mais comme l'a dit Oscar, c'est pas une philosophie qu'on apprend sur les bancs de la fac, c'est une philosophie qu'on croise chaque jour au coin de la rue, dans le métro, une philosophie qui est profondément humaine. Je crois que c'est une phrase de Spinoza. Elle dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi » ou « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Et dans ce dilemme, ces personnages-là, ils apprennent à s'aimer, plus ou moins, en sachant qu'ils sont dans le besoin. Donc, ils s'attachent parce qu'ils trouvent
mon personnage, qui est ce gardien du théâtre du monde, en fait, il pensait qu'il était bien tout seul et il s'est rendu compte que tout seul, on ne va pas très loin, que c'est important cette solitude. Mais que la présence de quelqu'un, comme l'arrivée de quelqu'un de nouveau, l'arrivée d'un enfant ou un ami ou un amour, c'est nécessaire pour grandir. On ne peut pas grandir tout seul. Vos personnages se nourrissent humainement l'un de l'autre? L'un élève l'autre? Je pense, oui, bien sûr l'un a besoin de l'autre. Et je l'amène dans un univers du théâtre, avec tous les travers et la beauté du théâtre. Et lui, il a une philosophie, il a un monologue d'ailleurs au début de la pièce, qui parle de... Il est là, mais il ne peut pas bouger. Il ne veut plus bouger. Il dit non, tu ne vas pas me déloger comme ça. Il s'incruste quand même, mais il dit que quand quelqu'un a ses marques, un peu comme un chat ou comme un chien, quand il connaît son territoire, c'est très difficile de l'en déloger. Oui, comme l'être humain. Absolument. Comme l'animal, c'est très territorial, encore plus aujourd'hui avec tout ce que l'on voit dans l'actualité. Ce sont des questions philosophiques, mais éminemment d'actualité. À partir du moment où une zone m'appartient, où l'être humain a pris possession d'un endroit pour l'en déloger, c'est très compliqué parce qu'avec l'endroit, il y a aussi une question d'identité qui est importante. Et le rapport d'identité fait aussi partie de cette pièce-là. Qui suis-je vis-à-vis de toi? Et qui toi tu es vis-à-vis de moi? Est-ce que tu es une menace? Ou est-ce que tu veux m'accompagner dans la création, dans l'élévation, comme tu disais tout à l'heure? On s'élève ensemble, oui, et on peut par moments se détruire ensemble. C'est toute la complexité des rapports amicaux, amoureux de l'être humain. Comment faites-vous transparaître tous ces éléments importants que l'on vient d'évoquer? C'est à travers le visage et toutes les subtilités possibles de chaque émotion qui en découle, jusqu'au détail du clignement des yeux? Ah bah, quand on travaille avec Oscar Sisto, évidemment qu'on va jusque dans ce détail-là, parce que c'est pas un détail justement, c'est l'essence même du théâtre. C'est l'essence de l'écoute, parce que le spectateur voit quand l'acteur écoute, et s'il cligne des yeux, mais il peut couper. C'est comme un montage en fait. Donc on a fait un travail de table de lecture pendant très longtemps, pendant plusieurs mois. Et tout le reste vient, j'allais dire, presque tout seul. Vous savez, Rosa Bonheur, elle peignait des animaux et des vrais paysages avec une fidélité, et elle était contre l'impressionnisme. Elle disait que le peintre ne peut pas vouloir donner sa patte personnelle à un paysage qui est déjà magnifique, ou la tête d'un animal, d'un chien ou d'un taureau. Et je crois que c'est ça que j'ai appris avec Peter Brook, en fait. C'est la création, elle existe parce que les gens vont dans un espace qui est un temple, et pour voir une fiction. Mais dans cette fiction, c'est en plus... On met des choses, une mise en scène conceptuelle, en pensant qu'on est des grands metteurs en scène. Ça tue cette nature morte qui est reproduite avec fidélité. C'est-à-dire qu'en fait, plus on essaie juste de se rapprocher de la nature. Et dans le travail qu'on a fait avec Guillaume, on a cherché simplement la sincérité. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il faut avoir plusieurs tamis et aller à l'essentiel et passer au peigne fin les rapports, parce que l'auteur nous donne une certaine vision de ces personnages et de leur histoire, mais il faut qu'on invente encore d'autres détails pour être encore plus... C'est l'art de dire la vérité, en fait. Justement, Oscar, vous évoquez Peter Brook. J'aimerais évoquer également Paul Ekman, qui dans Lie to Me a décodé les émotions du visage. Je suis fan du travail d'Ekman parce que je pense qu'il a décodé quelques expressions qui sont universelles. Il a mis 10 ans pour déclarer qu'elles étaient universelles. Une expression de surprise est la même ici qu'en Thaïlande, qu'en Australie, chez les aborigènes, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud. Donc ça veut dire que quand on comprend ça, on se dit qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et que parfois notre visage est inexpressif, ou alors il passe à côté de quelque chose. C'est là où on se rend compte si l'acteur ou si la personne, ce qui était le cas de Ekman qui travaillait pour la FBI et la CIA, il pouvait savoir si un personnage était coupable ou pas, ou s'il mentait, selon le mouvement des sourcils, ou s'il clignait des yeux, ou si les sourires étaient plus à gauche ou plus à droite. Et cette précision, loin d'être quelque chose de superficiel, en fait, ça doit refléter notre intimité la plus profonde. Vous parlez de l'intimité profonde,
Mais comment y avez-vous accès sur scène? Est-ce qu'il s'agit de lâcher prise? Est-ce qu'il s'agit de fragilité pour arriver à ce niveau de jeu complexe? Il y a avant tout un énorme travail, c'est-à-dire que, à mon sens, beaucoup d'acteurs aujourd'hui vont sans doute répondre que oui, il faut de la fragilité évidemment, oui, il faut se laisser aller, mais il faut surtout de la technique. On a beau vouloir faire ce qu'on veut dans la vie, si on n'a pas un minimum de technique, on a beau avoir toute la fragilité du monde, cette fragilité va nous dépasser, va nous dévorer, va nous détruire même. On prend souvent cet exemple avec Oscar. N'importe quelle personne dans la rue serait un excellent acteur si on le giflait de plein fouet comme ça. Oui, les larmes vont couler. Oui, ça va être crédible. Mais c'est pas ça être acteur. Être acteur, c'est pouvoir aller chercher volontairement cette fragilité, l'arrêter au bon moment et passer à autre chose. Le sens des ruptures, le sens du rythme, de l'articulation, de la voix. Le travail de l'acteur, il est immense. La fragilité n'est qu'une conséquence quand on le travaille bien. Donc oui, il y a cette fragilité, il y a cette connexion aussi entre nous, il y a ce travail à la table qui a duré plusieurs mois. Et il y a l'énorme confiance qui est nécessaire pour moi en tant qu'acteur auprès de mon metteur en scène, puisque Oscar a mis en scène également L'homme qui pédale. Une confiance quasiment aveugle, à se dire « ok, partons là-dedans ». En parallèle de cette confiance indispensable entre comédiens, il y a également, comme vous l'avez évoqué Guillaume, cette capacité à se mettre des limites dans son jeu, s'arrêter au bon moment. Cela me rappelle Diderot, dans Le paradoxe du comédien. Il met en avant justement cette fragilité et que le comédien peut atteindre cette fragilité sans se mettre lui-même en difficulté. C'est le principe même du game of pretending. Je le pense vraiment. Je pense, c'est-à-dire que quand on joue, par exemple, tous les soirs, c'est dur pour le psychisme de l'acteur de se torturer quand on joue des personnages tortueux, en fait, et compliqués, de ne pas avoir ce recul. Je trouve que c'est pas professionnel. C'est comme si un pompier, au moment de ramasser un cadavre sur l'autoroute, se met à pleurer comme un enfant. À un moment donné, on se durcit et on fait ce qu'on a à faire. Sans être insensible au cadavre, on ne peut pas pleurer à chaque fois, sinon on n'est pas fait pour ce métier. Donc nous, on est confrontés à des cadavres tous les soirs quand on joue la tragédie, et pourtant, on ne peut pas non plus craquer comme dans la vie. Donc il faut trouver une frontière très sensible. Et parfois, on peut la dépasser, mais il faut avoir une technique pour ça. Donc, comme un psychiatre, comme un psychanalyste, comme un médecin, à un moment donné, il compatit avec la douleur de son patient, mais il ne peut pas se perdre dans le patient. Nous, on ne peut pas se perdre dans le personnage. On doit le contrôler quand même, sinon ce n'est pas de l'art. Totalement, c'est de la destruction, oui. C'est tout l'intérêt d'avoir des techniques, une boîte à outils qui permet d'aller de plus en plus loin, d'explorer certaines choses. Et parfois, on se rend compte que la boîte à outils ne fonctionne pas pour tel ou tel rôle, telle ou telle réplique, tel ou tel mot, telle ou telle respiration. Ça rend fou, mais c'est un métier où on ne cesse jamais d'apprendre. Et là où certains voient en l'artiste quelqu'un de déstructuré, de totalement sauvage, de totalement imprenable, il y a un peu de ça sur scène. Mais en dehors de la scène, au contraire, il faut quelqu'un de très sain, de très structuré pour pouvoir faire ce travail qui demande énormément d'efforts. Et encore, une des différences entre le théâtre et le cinéma, je pense, mais il y a plein d'acteurs qui peuvent dire ça mieux que moi, mais mon point de vue est le suivant. Quand vous avez un acteur un peu fragile, voire même déséquilibré, vous l'utilisez dans ce déséquilibre-là et vous faites une prise géniale. Sauf que la prise, elle dure un quart d'heure et après, c'est fini le tournage. Or, si le même rôle, la même exigence pour un comédien qui joue tous les soirs, un soir il vient et le lendemain il ne vient pas, ou il est interné dans un hôpital psychiatrique, c'est ça le problème. Donc c'est très intéressant de jouer avec au cinéma, c'est pour ça les gens, oui, effectivement, ils se cognent la tête pour avoir la prise, elle a lieu, et après ils se reposent pendant 3 semaines, ou après on ne tourne pas pendant 1 an. Comment fait l'acteur quand il doit avoir la même intensité dans son jeu, le même enjeu, le même danger, et revenir tous les soirs et jouer à 20h la même pièce? C'est ça. Comment se préserver pour donner chaque soir un petit bout de son âme et non pas se détruire le premier soir. Et concernant la manière dont vous vous êtes approprié vos textes, il y a des silences, vous appuyez sur des mots, vous y mettez du sens, du rythme, de l'intention. Est-ce que tout cet ensemble est le cocktail d'un jeu théâtral réussi ?
il faut ça et il faut en même temps bien plus. En fait, c'est ce qui nous rapproche aussi avec Oscar, c'est qu'on a conscience du travail effectué. Attention, on minimise pas. Mais on sait aussi qu'il y a tellement de choses encore à aller creuser, tellement de choses à aller préciser. On parlait tout à l'heure de tamis. Il faut tamiser tout ça. Ouais, il y a une sorte de patine en fait qui se met et qui se pose sur un travail d'acteur, sur une prestation, sur des silences, sur des textes. Il faut que le temps passe et il faut que pièce se fasse, en fait. Le temps est essentiel. Absolument. Le jour où j'ai entendu cette image que pour faire ressortir le goût salé d'une sauce bolognaise, on rajoute un morceau de sucre. Mm. Et en fait, ce paradoxe-là me poursuit encore. C'est-à-dire qu'au milieu d'une scène hyper tragique, il faut que je trouve le moment de se casser un peu la figure. Et au moment d'une scène comique, sortir une phrase. Et j'adore les séries anglo-saxonnes pour ça. Alors, il y a deux clochards qui sont en train de rigoler. Tout à coup, il y en a un qui dit « Ah, Nietzsche a dit », ils ont une phrase de Nietzsche. Ça, j'aime beaucoup cette notion populaire où, mine de rien, on balance quelque chose aux gens. Je dis, tiens, il y a une phrase. Parfois, les gens notent des phrases dans une pièce comme ça. Et j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est ça un spectacle. Je ne sais pas si le nôtre est réussi, je le pense, mais peut-être d'autres ne le penseront pas. Mais prendre par la main un spectateur à réfléchir sur des choses qu'il n'aurait pas eu idée de le faire ce soir-là, je trouve que c'est de surprendre. Quand vous dites à un enfant, tiens, on va voir un spectacle, et tout à coup, il ne sait pas que c'est du Saint-Exupéry, que c'est du Baudelaire ou du Prévert. Et je pense qu'il faut piéger le spectateur pour qu'il ait toujours l'impression qu'il est là pour se divertir, pour s'amuser. Et dans cet amusement, il ne faut pas qu'il y ait de la vacuité. Il faut qu'on s'amuse beaucoup, tout en sachant qu'il y a pile et face de la même monnaie. Il y a toujours une pensée triste. Et je trouve ça, même les clowns les plus beaux sont ceux qui ont cette tristesse ou cette fatigue. Ils sont là pour nous faire oublier qu'on a mal aux pieds, alors qu'eux, ils ont mal aux pieds, mais ils ne le montrent pas. Et je pense que c'est un acte un peu sacrificiel. Une question un peu personnelle, Oscar et Guillaume. Il y a certes le talent, mais est-ce que vous avez aussi un gris-gris ou un rituel avant de monter sur scène ? Et en fait, j'ai pas d'objet particulier, mais je pense à des gens que j'aime, je pense à mes parents, je pense aux gens qui sont loin, tout ça. Et je ne suis jamais seul sur scène. Ça, c'est mon gris-gris, en fait. Même quand je fais des spectacles en solo sur scène, en fait, j'étais pas tout seul, j'étais une troupe. C'est l'amour qui soutient. C'est l'amour qui soutient, et puis on se sent en confiance, en fait. Et parce qu'une scène, même la plus belle scène du monde, ce n'est qu'une planète morte. Donc il faut l'habiter avec son chat, sa mère, sa femme, ses amis. Oui, on n'est pas fait pour être seul de toute façon. Nous, les êtres humains, évidemment, même si physiquement il n'y a personne, il y a toujours quelque chose, une entité, une présence, une vibration. Si je réfléchis un petit peu à ça, et c'est bien que tu poses la question parce que je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça, hormis tout ce qui est technique, on s'échauffe beaucoup avant. Corporellement, vocalement, je sais qu'il y a toujours ce moment où je sens la concentration arriver quand je pose mes yeux sur le partenaire pendant un long moment. C'est-à-dire que la concentration peut paraître très personnelle, très intérieure. Je pense qu'à l'inverse, une bonne concentration de comédien, puisque tout est chez l'autre, puisque la cible est là, je dois un moment me connecter à son corps visuellement. Comment il bouge, comment il respire, quel est son état actuel. J'ai besoin de ce moment-là, vraiment aller dans la minute avant de rentrer sur scène, j'ai besoin de ce calme-là. Il n'y a rien d'agité. Votre théâtre musical, L'homme qui pédale, met bien en avant ces vibrations et cette humanité. C'est ce qu'on retrouve aussi à chacun de vos cours respectifs et de vos interventions auprès de vos élèves. Et donc en parallèle, est-ce qu'on aura la chance de vous revoir sur scène, Guillaume et Oscar, pour L'homme qui pédale, après cette avant-première qui a eu beaucoup de succès ? On peut le révéler, oui. Bien sûr. Évidemment. Je pense que je ne pourrais, sauf si c'est une question de santé ou de vieillesse ou de mort, mais je crois que ça n'a aucun intérêt de ne jamais monter sur scène parce que la théorie naît de la pratique. Donc c'est en ressentant des choses, j'ai toujours une appréhension
Mais avec Guillaume, je me suis senti à l'aise en fait. Mais j'ai toujours une appréhension, toujours un peu le trac. Et je pense que le jour où je n'aurai plus ça, je me sentirai un peu escroc. Et j'aime bien me sentir vulnérable aussi. Donc la transmission est importante parce que ce que j'essaie de trouver en moi, j'essaie de soustraire, d'extraire chez les autres aussi. Donc l'enseignement, je pense qu'on ne s'arrêtera jamais. Il y a des vases communicants entre tout ça, c'est-à-dire que, évidemment, quand on enseigne, quand on crée ce lien pédagogique, c'est pas un lien élitiste où nous, on est du haut de notre tour d'ivoire et on dit « moi je sais, toi tu ne sais pas ». On se met en danger très régulièrement. La preuve, c'est que lors de cette avant-première, on a même invité des élèves pour qu'eux aussi puissent voir, puissent tester. La mise en danger, elle est nécessaire. Et cette mise en danger, elle n'existe que sur scène. Quand on est professeur, il n'y a pas vraiment de mise en danger, c'est plutôt confort. Alors que la venue sur scène, la mise en scène, le jeu d'acteur, là, on peut voir un petit peu de quelle trempe on est. Et donc, il y aura d'autres projets, d'autres mises en danger prochainement? Je pense qu'on ne se quittera plus avec Guillaume. Donc même si on ne joue plus, on sera toujours en rapport. Mais la rencontre avec cette pièce d'Éric Herbette m'a mis la puce à l'oreille parce que d'une pièce en fait que j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'on la joue avec Guillaume et encore un ami, c'est En attendant Godot. Et j'aime beaucoup ces genres de pièces parce que le travail qu'on est capable de faire distille énormément une symbolique dans les choses simples. Et j'aime beaucoup ces genres de pièces. Qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à aller voir cette pièce parce que l'esprit s'est habitué à d'autres pièces un peu plus directes, plus simples, j'allais dire, alors que ces pièces-là elles sont pas compliquées, elles sont profondes. Donc il faut donner le temps et il faut, encore une fois, à un enfant qui ne comprend pas un tableau de Picasso, vous lui expliquer en quoi consiste et pourquoi il peignait comme ça ce monsieur et pas autrement. Donc je pense que c'est ces côtés didactiques aussi qui est moteur pour nos projets et de quelle façon on envisage. Et les retours qu'on a eus de cette avant-première qu'on a faite à Arras est très significatif en fait parce que je crois que les gens ont saisi l'esprit de la pièce et l'auteur lui-même qui était là, il nous a même dit qu'il avait presque redécouvert sa pièce. Et je pense que cette lecture qui semble simple, elle est complexe de nos univers à nous en fait, dans les couleurs, dans les accessoires, dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on a rajouté, sans que ça se voit, sans montrer, voilà, nous les metteurs en scène, on a fait ça à l'envers, les hommes sont des femmes, les chiens sont des girafes. Non, non, les girafes sont des girafes et nous, on est nous. Et je crois que c'est très important que c'est ce qu'on dit aux élèves. Je stimule cette idée d'aller voir des pièces de théâtre. Pas que des one-man show, même si j'aime beaucoup qu'on me fasse rire, etc. Je pense que le théâtre est l'art de l'écoute, l'art des situations, l'art parfois d'une écriture aussi. Et c'est surtout ça. Sans un dramaturge, sans un bon texte, on ne peut pas bien jouer. Et on ne peut dire que des banalités. Alors qu'un bon auteur peut dire des choses, peut nous faire dire des choses en apparence simple, mais c'est tellement étudié parce que lui, il a dû passer des nuits entières et des mois pour finaliser une phrase. Comme nous, on passe des mois pour trouver un mouvement ou une idée. Donc je pense que ce temps-là, c'est la valeur du théâtre. C'est ce temps qu'on met comme un ébéniste qui va travailler sur un bout de bois, sur une chaise magnifique, mais il va mettre 2 ans pour faire juste le dossier d'une chaise. Cette subtilité, cette complexité, on les retrouve aussi dans un autre spectacle, Oscar. Vous avez évoqué l'enfant, vous avez également parlé de la didactique. Cela me rappelle votre spectacle Lily et le Palais du Music Hall. Lily et le Palais du Music Hall, c'est un spectacle, ça sera une création, mise en scène et chorégraphiée par Mo. L'idée nous est venue parce que, en parlant avec Kamel Ouali et de son spectacle au Paradis Latin, c'était cette initiation. Comment est-ce qu'on amène un enfant voir un spectacle musical qui ne soit pas connoté enfant, mais donc qu'il n'y ait pas non plus de topless, des choses comme ça. Où est la limite pour faire découvrir des plumes, une certaine forme de sensualité, tout en étant dans un univers pur, en fait, comme l'enfant peut l'être. Et donc,
J'ai eu l'idée de ce spectacle, donc je me suis lancé dans l'histoire, le scénario, le livret, je ne sais pas comment on dit, et des dialogues. Et j'ai composé des chansons aussi originales. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui tient un musée de costumes, de music-hall et de comédie musicale. Et c'est une gamine qui est perdue dans un grand parc d'attractions avec un téléphone portable mort à plat. Elle vient pour le charger, tout à coup, elle se retrouve dans ces contextes-là et ce monsieur lui montre des costumes et là, il se passe des choses magiques. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Et on parlait de la pièce de Eric Herbette, Le Monde Bleu de Patatrac. J'en ai fait aussi un spectacle musical. C'est plus fort que moi, il faut que je compose, que j'écrive. Bon. Mais je trouve que c'est très important qu'un enfant aille depuis son jeune âge au théâtre, voir des spectacles. Et la musique donne accès à un amusement et parfois à une émotion qui dépasse les mots. Mais un enfant qui découvre tard le théâtre, c'est un enfant qui n'ira pas forcément souvent au théâtre. Alors qu'un enfant qui découvre petit, dès l'âge de 6, 7, 8 ans, l'univers du spectacle, ne serait-ce que le cirque, il va être en manque de ça et c'est un futur spectateur. L'importance du vivant, c'est-à-dire que l'enfant, le bébé même, avant même de savoir parler, de savoir marcher, il chante, il danse, avant même de savoir faire 2 pas. Donc en fait, l'art est au cœur de l'être humain, il est à la base. Donc si on lui enlève ça petit, inévitablement, c'est quelque chose qui va énormément manquer. Et même quand on n'a peut-être pas eu la chance, de par une éducation, de par un mode de vie, une norme sociale, d'avoir accès à ça, il est de notre responsabilité plus grand d'aller vers ça, juste d'être curieux. On peut ne pas aimer. Moi, il y a plein de formes de théâtre que j'aime pas. On n'aime pas tous les théâtres, on n'aime pas tous les acteurs, on n'aime pas toutes les pièces. Heureusement, on a notre subjectivité. Mais l'outil théâtre est essentiel, puisqu'il est à la base de tout. C'est la forme artistique, à mon sens, la plus complexe et la plus humaine. On se cache derrière rien. Il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de chorégraphie. C'est nous. Et ça, c'est génial. Et quand on est spectateur, il y a, je pense, quelque chose de très précieux qu'on ne retrouvera jamais de toute façon dans toutes les productions, aussi bonnes soient-elles, au cinéma que sur Netflix, Amazon, tout ça. Le spectacle vivant est irremplaçable. Ça permet à l'enfant justement d'observer et d'expérimenter le monde, l'humanité, la vie, à travers le théâtre. Le théâtre est aussi un moyen de transmettre une philosophie de vie, comme vous l'avez mise en avant au début de l'interview. Mais l'enfant n'a pas la possibilité de parcourir le monde, de conduire des voitures, donc il est obligé de se cantonner à son imagination. Donc si on lui enlève ça, ça sera un adulte sans imagination. L'imaginaire, ça se nourrit tout le temps. Donc l'enfant, quand il va au théâtre, il sait que la méchante, c'est une actrice qui joue la méchante, que la princesse, c'est une fille avec une perruque. Il le sait, tout ça. Mais il croit à l'histoire. Donc, comme les spectateurs, donc la justesse, et vous parlez de Diderot, cette justesse-là, elle est très importante parce que quand on va voir une pièce avec un acteur très connu, ou que vous connaissez même personnellement, vous savez que c'est lui, que c'est pas Hamlet, que c'est pas Cyrano de Bergerac, que c'est votre ami, que c'est Gérard Depardieu, que c'est... On sait, et pourtant, on se laisse prendre au jeu, en fait. Et ça, c'est le jeu de la transposition, et c'est très important. L'homme qui pédale donne du sens aux différentes visions subjectives du monde, à la possibilité d'échapper au réel, qu'il s'agisse d'un spectacle grandiose ou intimiste. Il y a un livre de Peter Brook qui s'appelle « Le diable, c'est l'ennui ». C'est-à-dire que tout, même dans nos cours, les gens s'amusent beaucoup. C'est pas parce qu'on rit tout le temps, mais parce qu'on trouve de l'intérêt à plein de choses. Et je trouve qu'il ne faut jamais s'ennuyer, comme un chat. Quand les gens filment, parfois les chats, soi-disant, ils restent seuls. En fait, les chats, il va trouver un petit quelque chose, pour s'amuser tout le temps. Et je pense que c'est ce que Pascal disait, appelait fuir la mort, en fait. C'est ça. Et le chat, quand il s'amuse, il sait que c'est pas un vrai animal. Il trouve un bouton par terre, un petit bout de papier, mais son corps va jouer comme s'il était avec une vraie souris. Et je crois que quand on s'habitue à ça, j'ai vu des spectacles avec d'immenses comédiens, des pièces, des productions richissimes, et je me suis ennuyé. Et parfois, il y a quelqu'un qui lit un texte dans un bar et tout à coup, il vous embarque. Donc, je crois que c'est très important, cette notion. Votre spectacle, c'est pas...
il vaut pas grand-chose parce ça se passe dans une grande salle, dans un Zénith à 4000 places. On peut jouer dans une petite salle à 50 places et embarquer 50 personnes et s'embarquer soi-même déjà. Et c'est cette capacité, cette aptitude au rêve, il n'y a pas de dimension financière là-dedans. Et je crois que c'est là, toucher à l'essentiel pour nous. On peut s'amuser avec une personne, on peut s'amuser. Avant, quand j'étais plus jeune, je faisais des fêtes pour 30-40 personnes, mon anniversaire. Maintenant, je fais, et encore, si je le fais, c'est un dîner avec mes amis les plus proches, c'est-à-dire 3 personnes, les doigts d'une main. Et je crois que, donc, j'ai appris à ne plus jamais m'ennuyer dans une fausse idée du faste et de la grande compagnie. Donc les grands machins, les grands événements, tout ça, ça provoque en moi un grand sentiment de solitude. Donc je fuis les grands matchs de foot, je fuis les grands spectacles avec 40 000 personnes, je fuis tout ça, ça me fait peur, je suis un peu agoraphobe, alors qu'aller découvrir un spectacle dans une sorte d'intimité où je vais pouvoir rêver et qu'il n'y a pas de danger, c'est ça. Je pense que c'est important de ne pas se sentir en danger. Dans votre jeu, c'est l'accès aux émotions, à l'imaginaire qui vous permet d'être convaincant sur scène pour ensuite convaincre le spectateur et l'emmener dans votre univers ? Oui, c'est la découverte. Il faut qu'on vous donne le temps de découvrir ce qui vous plaît. L'enfant, quand vous avez une marionnette fabriquée par vous-même avec une patate, il peut exercer son imagination va être beaucoup plus riche que si vous avez une marionnette achetée, industrialisée. Et je crois que cette part d'artisan chez l'enfant, chez l'être humain, vient du fait qu'un spectacle doit être assez pauvre pour qu'on imagine l'autre moitié comme si on avait été riche. Et que parfois le faste de certains spectacles sont ennuyeux, comme une personne qui est trop riche et qui n'a plus besoin de rien. C'est cette sublime citation de Billy Wilder, faut absolument voir les films de Billy Wilder, qui dit « il faut laisser l'acteur faire 1 + 1 et laisser le public dire 2 ». Cette part d'imaginaire dont parle Oscar, on ne peut pas tout flécher. Parce qu'en fait, tout flécher, ça voudrait dire qu'on offre un cadeau à quelqu'un, on le déballe nous-mêmes et puis on lui montre comment ça fonctionne. Non, on offre le cadeau. Charge après au spectateur de le découvrir, de l'ouvrir, de l'apprécier et d'en s'en amuser une fois rentré à la maison, en fait. Il y a toujours des phrases dans les bons spectacles qui restent, ou des musiques, ou des images. Si rien ne reste après le spectacle en général, c'est que c'est raté. Il y a un truc qui ne va pas, qu'on a manqué. Et qu'en est-il pour vous, Guillaume et Oscar, des réseaux sociaux ? Merci, parce que je trouve important, dans ce contexte social dans lequel on vit, où on doit montrer ce qui se passe en coulisses ou à la maison, cette intimité, elle est importante. Moi, je suis amoureux des artistes américains et anglo-saxons parce qu'ils ont cette façon de vous amener dans leur cuisine en train de faire un gâteau et de parler de Shakespeare. Et je trouve que le comble du lyrisme et de la philosophie, c'est parler de Shakespeare, de Nietzsche ou de Molière en faisant une tarte aux pommes. Oui, et puis c'est toujours une question d'équilibre, c'est-à-dire que rendre un artiste, ou le voir en tout cas dans son intimité, ça peut être une façon aussi de le rendre plus proche de soi, ce qui est important. Hein. On n'est pas, on est des gens normaux. Enfin, il y a pas de on sauve pas des vies. C'est important de resituer aussi. Et pourtant, on peut vite tomber, c'est le piège des réseaux sociaux, dans une forme de banalité, de vacuité, qui est tellement dangereuse et dont nous n'avons pas besoin. Parce que le théâtre, c'est loin d'être de la vacuité, c'est loin d'être le vide, c'est au contraire remplir quelque chose. Donc, dans un monde où on veut tout savoir de tout et de tout le monde, je pense à Instagram, où le moindre plat, la moindre plat de pâtes qu'on va manger, on va le prendre en photo et on va tout donner. S'il n'y a plus de mystère, s'il n'y a plus de conservation du privé, le problème, c'est que quand un acteur va arriver sur scène, on saura que la veille ou 5 minutes avant le spectacle, il a mangé des pâtes bolo, donc moi je crois plus à Hamlet. C'est bête, hein, mais le secret fait partie aussi. On parlait tout à l'heure de ce travail qu'on a beaucoup réalisé pendant plusieurs mois. D'ébéniste, Oscar utilisait cette comparaison avec l'ébéniste, c'est un travail d'artisanat. Moi, ce que je veux de mon boulanger, c'est pas forcément voir comment il fait son pain, c'est de goûter son pain, et c'est d'apprécier son pain.
qui se lève à 5 heures du matin, c'est une performance énorme, qui travaille jour et nuit, c'est une performance énorme, mais ce n'est pas ce que moi je veux voir. Moi je veux le croustillant de ma baguette, c'est tout. Donc ce qu'il faut donner au public, c'est pas l'envers du décor. C'est pas la chemise que va porter Oscar Sisto ou le pull que va mettre Guillaume Pereira juste avant le spectacle. C'est qu'est-ce que l'artisanat, qu'est-ce que le spectacle, quel est le message. Et on disait que le théâtre pouvait être un sublime support pour les enfants parce que le théâtre ne répond qu'à une seule chose. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que c'est que l'homme dans telle situation ? Et ça, c'est hyper précieux. Si on dit aux enfants, voilà, un homme, c'est ça dans cette situation, dans ce contexte. Un méchant, c'est ça. Un héros, c'est ça. Un prince, un roi, c'est ça. Cette intimité, en fait, elle n'a de sens, effectivement, qu'avec ces règles-là. Parce que vous faire rentrer dans mon intimité juste pour vous montrer ma cuisine où le papier peint n'est pas fini et le carrelage est en train de se casser, c'est pas très intéressant. Alors que oui, si je vous amène dans ma cuisine et que je vous parle de Shakespeare et puis vous voyez que c'est passionnant parce que pour moi ça c'est quelque chose qui m'anime, là il y a quelque chose en plus. Là d'accord, c'est génial. Ce serait se demander qu'est-ce qui différencie De Niro d'un autre acteur ou d'une autre actrice, parce que justement, c'est De Niro. À l'époque, on n'a pas eu besoin de réseaux sociaux pour reconnaître un jeu, pour reconnaître une réplique, une voix. On se contente de bien peu, malheureusement, aujourd'hui. Si, pour me différencier des autres, j'ai besoin de montrer mon intimité, ça pose quand même question. Pour moi, c'est un vrai problème. Le paradoxe, c'est que cette simplicité dont vous parliez, qu'on a besoin d'avoir sur scène ou à l'écran, on pense qu'elle vient facilement et naturellement. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est un vrai travail. Donc je pense que le divertissement peut avoir une part d'instruction. C'est qu'on s'instruit en voyant une femme qui vous explique comment réussir un plat ou un artisan qui dit comment changer un... Moi, ça me fascine de voir les astuces pour nettoyer son frigo, tout ça. Et donc, c'est un besoin d'apprendre. Et je crois que le théâtre a perdu cette dimension didactique. Alors que on peut apprendre, moi je suis fasciné quand un coiffeur, alors moi qui n'ai pas de cheveux, il me montre comment et pourquoi la coupe elle est comme ça, etc. Donc je crois qu'il faut, mon père, mes parents m'ont éveillé à cet état d'apprentissage constant et on peut apprendre de tout le monde. C'est pour ça que toute cette interview avec Guillaume est grâce à vous et bon, je vous en remercie. C'est pas pour dire nous, c'est loin de l'égocentrisme de l'acteur. C'est tiens, un acteur doit pouvoir parler de son métier comme les anglo-saxons le font. J'ai rarement vu des grands acteurs français parler de leur expérience. C'est très rare. Comme si c'était une tare ou comme s'ils avaient moins de talent parce qu'ils expliquaient comment ils ont travaillé pour arriver à réussir un personnage dans une pièce ou dans un film. Et j'aime l'anglo-saxon parce que il est proche des gens, proche du peuple, proche du public, en expliquant la difficulté ou la joie qu'ils ont eue avec un tel ou un tel personnage. Il y a quelque chose qui nous a rapprochés aussi avec Oscar, c'est la conception de ce qu'est le métier d'acteur. C'est pas du tout un métier élitiste. On n'a pas fait 20 ans d'études sup sur les bancs de la fac, c'est pas du tout ça. Le métier d'acteur, c'est un métier d'artisanat. C'est quelqu'un qui va, de ses mains, de son corps, de sa voix, créer quelque chose. Donc en fait, Oscar parlait de son enfance, de sa jeunesse. Mes grands-parents étaient agriculteurs, tout vient de la terre. Être artiste, en général, pas que acteur, c'est se rappeler ça. C'est de l'artisanat, c'est du craft, comme on dit en anglais, ils appellent ça the craft. Parce que si on pense que c'est quelque chose d'élitiste qui est réservé à une élite, on se met le doigt dans l'œil totalement. Shakespeare faisait pas ses pièces pour la noblesse, il faisait ça avec des gens qui, je vais rester poli, mangeaient et faisaient d'autres choses pendant que la pièce se jouait. C'était un bordel sans nom. Et parfois, les rois et les reines étaient là aussi. Et parfois, parce qu'on sent que ça touche tout le monde, le roi et la reine se disent tiens, est-ce qu'on n'irait pas s'intéresser à ce qui se passe là ? Mais ça vient d'en bas, ça vient pas d'en haut. Et vous, Guillaume, vous avez d'autres projets, d'autres spectacles en cours ou en préparation ? Oui, alors, le projet principal, comme l'a dit Oscar, c'était qu'on ne se quitte plus. Ça, c'est le contrat qu'on a signé. Sinon, oui, beaucoup de choses, puisque je suis comédien, vous l'avez dit. Je suis également pédagogue au Studio Honner, donc il y a encore les cours, la rentrée qui arrive, et ça, c'est hyper excitant. Il y a plein de belles choses qui se profilent. Et puis, je suis metteur en scène également. Là, je travaille sur un spectacle Moulin Rouge. Donc, ça va être encore un autre challenge.
Et puis une pièce également dont le travail vient de démarrer sur un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Eugène O'Neill, qui n'est pas beaucoup monté en France, qui a pourtant révolutionné l'écriture théâtrale américaine et donc a fortiori mondiale. La pièce Enchaînée, où là je mets en scène et dans laquelle je joue également avec des comédiens très talentueux. Donc là on est au tout début du processus et ça s'annonce là aussi très excitant. Et on peut vous écouter et vous suivre également à la radio Métropolis. C'est ça, puisque le travail de la voix, je l'ai commencé il y a très longtemps en fait, en animant pas mal de choses sur cette belle radio avec cette belle équipe Métropolis que j'affectionne particulièrement. C'est une belle petite famille avec des super projets, avec une radio qui est à taille humaine, qui est à l'image de cette région que j'adore profondément et que j'aime, et qui est la région des Hauts-de-France. C'est une radio qui se veut proche des gens, vraiment, qui parle le même langage que les gens du Nord, et ça c'est hyper important. Donc la rentrée sur Métropolis, là aussi, s'annonce très très ambitieuse. Merci Oscar, merci Guillaume pour cet échange. Où peut-on retrouver les informations concernant votre spectacle « L'homme qui pédale » ? Oui, à l'ère du tout social, évidemment, on y est aussi, l'hommequipédale.fr pour toutes les dates qui vont très très vite arriver. Et puis les réseaux sociaux, Oscar et moi-même sur Instagram, partout. Faut pas hésiter. Ear, émotion, art, résilience. Ear by Ape Voice Design.